Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investir pour demain. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode avec Loïc, donc conseiller en gestion de patrimoine. On avait fait un premier épisode, c'était l'épisode 84, où on avait posé les fondations de la pierre papier, donc des SCPI. Tu comprends donc, si tu l'as déjà écouté, tu comprends ce qu'est une SCPI, comment ça fonctionne, quels sont les avantages et ses risques aussi. Maintenant que tu as compris tout ça, donc le produit, la vraie question à se poser, c'est comment l'intégrer intelligemment dans ton patrimoine. Parce que, je pense que tu le sais, une SCPI, un produit, c'est comme n'importe quel investissement, mais ça n'a intérêt que si c'est bien placé dans une vraie stratégie. Donc, dans cet épisode, on va aller beaucoup plus loin. On va parler de stratégie patrimoniale, d'effet de levier, de fiscalité et aussi de transmission. Donc, l'objectif est simple, c'est de t'aider à comprendre comment utiliser les SCPI de manière cohérente avec tes objectifs financiers. Eh bien, Loïc, bienvenue sur le podcast une Re, deuxième fois. Comment ça va depuis la fois dernière? bah écoute, ça va super. Merci pour cette deuxième invitation. Très content d'être là. Et du coup, je savais pas, mais t'es à ton 84e épisode? Bah là, du coup, avec celui-ci, ça va être le 88. 88, pardon. Voilà, Ok, bah c'est ça. félicitations, ça commence à faire. Avec plaisir. Eh bien, rentrons alors directement dans le vif du sujet. Et on va commencer par pourquoi intégrer les SCPI dans un patrimoine. Donc, la première question que j'aimerais te poser, Loïc, c'est aujourd'hui, les SCPI, et notamment ouais, l'immobilier papier, la pierre papier, quel rôle peut jouer les SCPI dans un portefeuille, que ce soit en termes de réduction de volatilité, de revenus passifs ou autre. Ok. Alors, comme tu l'as dit, de toute façon, le but avant tout, c'est de dégrossir, de comprendre les objectifs de chacun. Et là où les SCPI sont assez souvent pertinentes, c'est lorsqu'on recherche des revenus passifs. Typiquement, on souhaite préparer la retraite. Voilà, c'est clairement ce qui revient la plupart du temps. Et dans cette situation, ça peut être donc pertinent. On souhaite préparer la retraite. On sait qu'on va toucher allez, 1500 euros. On aimerait bien avoir 2000 euros par mois. Et ben, on va essayer de compenser ces 500 euros à horizon retraite. Plus on commence tôt à l'anticiper, plus on a des chances d'y arriver. Et donc, pendant cette phase d'accumulation, on va capitaliser, on va avoir des revenus mensuels ou trimestriels en fonction des SCPI. L'objectif va être, dans un premier temps, de les réinvestir pour faire l'effet boule de neige. Et lorsqu'on en a besoin, la retraite, voilà, par exemple, mais ça peut être dans d'autres situations ou avant. Souvent que des clients, on vise avant la retraite, puisque l'âge de la retraite, c'est parfois un peu tard pour certains clients, ils souhaitent partir avant. Et donc vraiment, voilà, le cas concret, c'est avoir des rentes un petit peu comme son salaire au final. Tout au long de sa vie, on est habitué à être payé de manière mensuelle. Et bien là, ça va être la même chose avec des rentes mensuelles. Donc voilà, par exemple, la retraite. On a notre retraite qui tombe, même si celle-ci, on pourrait débattre, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais on a notre retraite qui tombe. Et on a la partie SCPI qui va venir en complément pour du coup avoir cette rente mensuelle. Et surtout, 100% passif, sans c'est l'immobilier, voilà, sans les contraintes de l'immobilier, on a l'esprit tranquille. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus important. Au début, pourquoi pas aller dans des investissements où on se creuse la tête, on passe du temps, ou l'immobilier physique, etc. A contrario, les CPI, on va vraiment être dans une logique de passivité et de rente régulière. Donc, niveau psychologique, c'est super confortable. Ouais, donc on est aussi dans une optique, comme tu dis, de rente à long terme pour la retraite, mais aussi à court terme, dans le sens où si on veut se générer un revenu complémentaire là dans les prochaines années, c'est possible. Oui, carrément. Et c'est aussi, ça me fait penser à quelque chose, tu vois, des personnes qui ont de l'immobilier, qui ont peut-être capitalisé de l'immobilier locatif, qui arrivent parfois à la fin du crédit, qui l'ont totalement remboursé, ou alors il reste une petite partie à rembourser. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de vendre cet actif, cet appartement, parce que voilà, des personnes, ça arrive assez souvent, n'ont plus envie de gérer, les locataires, etc., même si elle est mise par une société, une agence locative, on a quand même derrière un rôle à jouer et on va nous appeler nous s'il y a des grosses décisions à prendre. Et donc ces personnes vont récupérer le capital de l'immobilier pour le transformer vers de l'immobilier papier. Encore une fois, vraiment dans cette logique de rente, mais surtout d'avoir l'esprit tranquille. En fait, c'est quelque chose qui revient de plus en plus on avance dans l'âge, je pense que c'est de plus en plus important. Mais voilà, il y a ces deux côtés. Derrière, on a un actif immobilier qui est un actif résilient sur du long terme et qui va être moins volatile par rapport peut-être à un marché bourse ou des ETF comme tu connais très bien. Donc, rente régulière, actif résilient
et esprit tranquille, aussi. OK, intéressant et c'est intéressant, aussi ce que tu me dis par rapport à la volatilité et c'est notamment le sujet un peu de la 2e question parce que dans une stratégie patrimoniale globale, par exemple, moi qui est investisseur principalement, dans, au niveau de la bourse, même si aussi je me diversifie avec des SCPI, du private equity, bon, tout ce qui va être la crypto, les obligations, je rentre ça côté bourse. Hem, Au niveau de la volatilité des SCPI, en fait, quel est, le levier justement dans une stratégie patrimoniale d'inclure des SCPI par rapport à la volatilité? Alors ça, je pense que encore une fois, il faut vraiment partir de la base, essayer d'apprendre à se connaître en fonction du profil de risque. Si on a un profil, voilà, donc souvent on parle de profil, prudent, équilibré et dynamique. Une personne qui est jeune, qui va sur quelque chose de dynamique, OK, si on est très clair, partir sur de la bourse, sur des ETF, voilà, la volatilité, on peut l'accepter. Si on a un horizon long terme, c'est cohérent. Si on a des profils prudents, équilibrés, l'immobilier tout de suite rassure. Et encore une fois, cet aspect, psychologique, le but c'est de pas être esclave de ses investissements, mais plutôt que nos investissements travaillent pour nous et que nous prennent pas trop de charge mentale. Et donc en fonction du profil, en fonction des objectifs, voilà, si on a un profil plutôt prudent, équilibré, qu'on a un objectif de rente, et ben là, la SCPI peut être vraiment pertinente pour ces personnes. En fonction de l'horizon de placement aussi. Si on est je pense, si on est là dans l'optique de se dire, je sais pas, je veux financer l'étude de mes enfants dans 2 ans, mais on investit dans des SCPI, c'est pas forcément pertinent parce que tu as quand même un horizon long terme. Bien sûr, oui, c'est vrai. C'est quelque chose, qu'on l'avait évoqué à l'épisode 1, c'est vrai qu'on avait bien creusé le sujet, mais c'est important de le rappeler. Voilà, statistique assez parlante, la durée moyenne de détention des SCPI, c'est 22 ans. C'est 22 ans parce qu'effectivement, donc on a des frais à l'entrée qu'il va falloir amortir. Donc pour rappel, les frais, c'est entre 5 et 12 à la souscription. Donc si on investit 100 €, on a 88-90 € si on souhaite revendre, à J+1. Mais on a bien, notre rendement qui est calculé sur les 100 euros. Donc on subit, entre guillemets, seulement les frais d'entrée seulement si on revente. Et ensuite, chaque année, le prix de la part est recalculé, pas forcément revalorisé, mais recalculé. Et le but, c'est qu'à terme, on repasse largement au-dessus de notre prix, de revient et qu'on soit même en plus-value. Pour amortir, il faut bien sûr un horizon, voilà, moi je conseille à minima, 8-10 ans, 8-10 ans à peu près. Donc c'est vraiment du long terme, de l'immobilier pour du long terme. Donc comme tu l'as dit, si, pour préparer les études des enfants, ça peut être aussi pertinent. C'est d'ailleurs, un cas qui revient aussi fréquemment après préparation à la retraite, hein, pour faire dans les grandes lignes. Voilà, nos enfants ont 2 ans et 5 ans. OK, à 18 ans, ils vont sûrement avoir besoin d'une certaine somme pour les aider dans le départ, de leur vie active, que ce soit, même un apport immobilier, les études et cetera. Donc là, ça peut faire sens ou un horizon long terme, retraite et cetera. Mais en tout cas, c'est bien de le rappeler. Voilà, à minima pour moi 8-10 ans, comme horizon de placement. Est-ce que tu vois la SCPI comme un investissement complémentaire ou un investissement dans qui représente une stratégie principale? Je sais pas si tu vois ce que Ouais, ouais, si, si, alors globalement, j'ai envie de dire, moi, comment je vois la chose, j'aime bien montrer, alors c'est l'image, c'est la pyramide de l'épargne. C'est un peu comme la pyramide de Maslow version, besoins primaires et cetera. La pyramide de l'épargne, donc on a notre toit, donc on est locataire ou propriétaire, notre matelas de sécurité. Ensuite, on peut avoir un petit peu de fonds euros en assurance vie, voilà, c'est très, très défensif et après le but va être d'avoir, les 2 piliers bourse et immobilier. Donc c'est complémentaire. Moi, je vais jamais préconiser, enfin, je crois pas encore l'avoir fait, seulement SCPI ou alors, la personne est déjà équipée, avec, d'autres placements. Mais globalement, pour répondre à ta question, c'est complémentaire. Néanmoins, si, voilà, les personnes ont de fortes convictions dans l'immobilier, dans les SCPI, qu'ils recherchent exclusivement de la rente, on peut, quand même surpondérer cette classe d'actifs. Mais dans l'idée, pour répondre à ta question et donner quelques chiffres, aujourd'hui, lorsque voilà, on voit avec les clients, heu, quelles préconisations on peut mettre en place, la partie SCPI tourne entre 10 et 40. OK. OK, ouais, c'était ma question pour savoir si c'était possible de mettre 100 SCPI, mais clairement non, faut C'est diversifier. alors ouais, c'est possible en soi. En soi, c'est possible. C'est possible. Mais, en pratique, les personnes ont quand même
souvent leur résidence principale, un petit peu d'épargne sur les livrets disponibles en cas de pépin et après pourquoi pas mettre une grosse partie de ce qui reste dans les SCPI. Mais voilà, donc déjà si on a de l'immobilier qui représente sa résidence principale qui représente souvent une bonne partie de son patrimoine, plus un peu de fonds disponibles sur les livrets pour la partie sécuritaire, bon on n'est pas à 100 et ça serait une erreur à mon sens d'être vraiment à 100 puisqu'il y a quand même, quelques inconvénients dans les SCPI qu'on pourra réévoquer, mais il faut bien les avoir en tête. Ouais, c'est clair. Bah écoute, merci pour ça. Là, j'aimerais qu'on parle d'un autre levier qui n'est notamment pas présent malheureusement en bourse, c'est le crédit. Est-ce que tu peux rappeler rapidement le fonctionnement du crédit en SCPI? Donc tu peux lier également par rapport à l'immobilier réel. Ouais, oui carrément. Bah, comme tu l'as dit déjà, un avantage, vraiment important, c'est le levier du crédit. Aujourd'hui, on peut pas le faire sur la bourse, mais on peut le faire avec, les SCPI et donc on va utiliser tout simplement l'argent des autres, l'argent de la banque pour s'enrichir et accroître, plus rapidement au final, développer plus rapidement son patrimoine. Après en pratique, toutes les banques ne financent pas, ce sont des organismes, spécifiques pour les SCPI et les grosses différences vont être que les taux globalement sont plus élevés. On tourne autour de 5. On tourne autour de 5. Les rendements, eux, sont de l'ordre de 5-6. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Bah, au final, à quoi bon? Puisqu'on est très grossièrement, après ça va dépendre encore une fois des CPI, et cetera, mais si on prend les moyennes, voilà, moi j'ai déjà eu, j'ai eu il y a pas longtemps le cas avec un client, au final, je comprends pas, j'emprunte à 5 mais je fais travailler à 5. Est-ce que c'est pertinent? Et en fait, on se rend compte que oui, c'est pertinent, parce que les 5 il faut le rappeler, dans un crédit immobilier, on les paye sur le capital restant dû. Ce capital donc est remboursé petit à petit, donc au final, les 5 de taux d'intérêt, eux, vont diminuer avec le temps, notre coût de crédit. A contrario, la partie SCPI, eh ben, la base du rendement va, elle, augmenter, avec le prix de part qui, lui, va augmenter. Donc les 5 vont mécaniquement augmenter. Et après, on pourra le développer avec un exemple, chiffré, mais en fait, on se rend compte qu'on est largement gagnant à prendre un crédit immobilier pour tout de suite, mettre, plus de fonds au travail, plutôt que de mettre un effort d'épargne, similaire et de seulement investir sans lever de crédit. Ouais, c'est bien que tu le dises ça parce que de ce que j'avais cru comprendre, en SCPI, quand tu fais un crédit, souvent t'as quoi? T'as à peu près 1% de plus qu'un crédit dans l'immobilier. C'est à peu Ouais, c'est de ça, taux. 1-1,5. Ok. Bah, tu vois, là, Et actuellement, sur 25 ans, on est sur du 3,50. On est en avril, 2026. On est sur du 3,50 en moyenne sur 25 ans. Sur les CPI, on est autour de, en tout cas moi, avec les organismes partenaires, on est à peu près à 5. Donc là, on est à 1,5 ok, supérieur. ok, ouais. Et de par ton expérience, ce type d'investissement, donc crédit en SCPI, conviendrait principalement pour quel type de personnes qui sont à la recherche de SCPI? En général, les personnes qui ont déjà leur résidence principale quand même, Ok, puisque forcément, on va aller piocher dans la capacité d'emprunt et que, voilà, si on fait ça peut aller assez vite sur la capacité d'emprunt. On le rappelle, heu, très grossièrement, comment on peut être financé par une banque. Si on gagne 2 000 €, et ben, on va pouvoir avoir 35 de ces 2 000 €, donc en mensualité de crédit, pardon. Et donc si on fait un crédit, les 35 peuvent être assez vite atteints et en général quand même pour les personnes, dans 80 des cas, ils veulent avoir leur résidence principale. Donc ça va être pertinent pour les personnes qui ont déjà leur résidence principale ou alors, ce que j'ai déjà fait, par exemple avec des clients, on peut aussi, avec certains partenaires, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des tout petits crédits de SCPI, le minimum étant 10 000 €. Donc on peut faire voilà, des crédits de 10, 20, 30, 40, 50 000 euros, qui vont quand même faiblement impacter la partie capacité, enfin notre taux d'endettement, pardon, et donc et qui vont aussi nous permettre d'avoir une capacité d'emprunt pour l'achat de la résidence principale. Donc pour répondre à ta question, la plupart des temps, c'est quand même les personnes qui ont déjà leur résidence principale, qui ont encore une capacité d'épargne, qui veulent capitaliser et qui veulent aussi avoir de la passivité. Encore une fois, c'est super important parce que sinon on peut aller sur de l'IMO classique, mais c'est plus énergivore et les SCPI, je rappelle, permettent de diluer le risque puisqu'on est sur, un parc immobilier en plusieurs millions d'euros, voire parfois milliards d'euros. Donc pour ces personnes qui ont leur résidence principale, qui ont encore de la capacité d'emprunt, qui ont compris cette notion de crédit, que le crédit peut être une bonne chose si on l'utilise
pour des actifs, alors dans ce cas-là, ça peut être pertinent. Et autre point, du coup que je n'ai pas mentionné, on peut avoir des durées de 25 ans pour les crédits immobiliers. Donc pour les crédits SCPI pardon, donc comparables aux crédits immobiliers. Et on peut avoir aussi un différé, pour la mensualité de crédit, ce qui est important puisque en général lorsque l'on souscrit une part de SCPI, on a les premiers loyers qui tombent 6 mois après. Donc pendant 6 mois, on n'a pas de rentrée d'argent. Donc là, c'est intéressant d'avoir un différé pour justement, pallier ce manque de revenus pendant les 6 premiers mois. Et ensuite, on a notre crédit qui tombe, mais on a aussi nos revenus qui tombent pour compenser la balance. Et donc ce différé, c'est quoi? C'est sur 3 mois, 6 mois, on peut le choisir? Ou c'est en fonction justement du délai Ouais, de jouissance? Donc le délai de jouissance, non, on rappelle, c'est non, c'est en fonction des banques. C'est en fonction des banques et en général, oui, c'est 3 à 6 mois. 3-6 mois, ouais, en fonction du délai de jouissance des... de En fonction l'obtention des des revenus. banques, mais qui au final est cohérent par rapport au délai de jouissance, effectivement. Ok, ok, ouais. Et par rapport à ça, par rapport au crédit, en SCPI, quels sont les risques, évidemment, à prendre en compte? Oui, bah, alors les risques, c'est que forcément on fait un crédit, donc il va falloir le rembourser. C'est S ça? on n'est pas à l'abri d'avoir des SCPI, qui ont enfin qui se portent mal et leur rendement va baisser. Donc on a moins de revenus en face, mais en contrepartie, elle, la banque, s'en fiche un petit peu et nous, on s'est engagé à rembourser le crédit. Donc il faut avoir une marge de sécurité et se dire que, on peut, même si ça reste peu probable, mais c'est quand même à prendre en compte, on peut avoir une baisse de revenus de la part des SCPI. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer d'en avoir en fonction des montants. Par exemple, on fait un crédit à 100 000 €, on va pas mettre 100 000 € sur une seule SCPI. On va peut-être en avoir 4-5 sur 100 000 €, enfin 3, 4, 5. Donc ça, c'est aussi important à mentionner et c'est sûr qu'on fait un crédit, on est engagé, donc il faut bien Mais anticiper en amont. c'est bien que tu le rappelles parce qu'on parle de diversification des actifs, mais c'est important aussi de diversifier ses SCPI. C'est aussi Oui, important. c'est Même ça. si les SCPI sont diversifiés, OK, si tu commences à investir, des sommes importantes, bah, il faut diversifier ses SCPI et pas mettre tous ses œufs dans les mêmes SCPI, quoi. Ouais, c'est ça et voilà, pour donner encore une fois, quelques chiffres, sur 100 000 €, on va peut-être en avoir 3, 4, 5. Donc OK. c'est important. Et l'autre point, tiens, auquel je pense par rapport au crédit, aux notions de risque, un avantage surtout, c'est que les SCPI, on peut financer parfois en fonction des organismes jusqu'à 40 de taux d'endettement, contrairement à l'immobilier, physique où on est limité à 35. Donc on peut aller chercher un petit peu plus de capacité d'emprunt. Mais on est à 40, donc ça représente aussi des mensualités plus conséquentes par rapport à notre patrimoine, par rapport à nos revenus. Donc derrière, il faut quand même être en mesure, si, même si c'est pas le but, si les CPI, ont un rendement qui baisse, il faut être en mesure de pouvoir, rembourser chaque mois son crédit. Et cette capacité, elle aura aussi un impact sur imaginons, on veut se dire que on investit en SCPI en crédit et dans 5 ans, on veut faire un investissement locatif. Bah, en fait, le crédit qu'on aura octroyé pour, la SCPI va impacter nos taux d'endettement pour, faire un projet, Complètement, achat immobilier, quoi. complètement et c'est pour ça que, voilà, moi, par exemple, dans le process de découverte client, ce qui est fondamental, c'est de le faire. Après, on peut le faire, tout seul de son côté, hein, mais c'est de se faire un point sur ses objectifs et essayer d'avoir une vision, moyen long terme, puisque un crédit nous engage sur, voilà, 20, 25 ans. Donc si on se dit: J'ai ma résidence principale, maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux du locatif, en direct? Si oui, quel sera à peu près le montant qu'on va avoir besoin de lever? OK, derrière on a une mensualité de crédit. OK, est-ce que ça passe par rapport à mes revenus? On va avoir des loyers, donc tout ça, on peut essayer de le projeter et le but, ce serait dommage, enfin, c'est de ne pas être bloqué, en tout cas de pas se dire: «OK, j'ai fait un crédit et maintenant je veux faire autre chose» et là je me retrouve bloqué. Il faut vraiment essayer de se poser ces questions OK, en intéressant. amont et en fonction de ces objectifs, qu'on a essayé de chiffrer, de dater au maximum, c'est vraiment un exercice que je fais en rendez-vous découverte avec les clients et qui n'est pas évident puisque c'est des questions qu'on se pose pas forcément. Par exemple, voilà, dans 10 ans, je vais faire un investissement locatif. OK, il sera où? Ce sera combien? Essayer d'avoir dans les grandes lignes des montants et de se dire après, bon, bah, OK, est-ce que c'est jouable? Oui, non. Et après, par contre aussi l'autre point qui peut être intéressant de mentionner, c'est, que les SCPI vont délivrer donc des revenus et ces revenus pourront être pris en compte comme des revenus, et donc augmenter notre taux d'endettement. En général, ils seront pondérés 70-80. Ils seront pondérés par la banque
qui fera le nouveau crédit, mais vont permettre un petit peu de compenser, la perte de la capacité d'emprunt via le crédit SCPI. OK. Eh bien, écoute, merci. Parlons maintenant fiscalité. Alors, Ouais. avant de parler de fiscalité, j'aimerais revenir sur un point. Quand on investit en SCPI, tu peux rappeler d'où viennent les gains de l'investisseur? Donc les loyers et la valorisation des parts. Oui, d'où viennent les gains? Alors, principalement, ça va être, des loyers, puisque derrière, il y a un parc immobilier avec des locataires. Il y a un parc immobilier professionnel en grande majorité, sauf certaines SCPI qui sont sur des résidentiels, mais la très grosse majorité, c'est sur, des biens, professionnels. On a des établissements de santé, on a des centres commerciaux, on a de la logistique, on a des bureaux. Donc là, les locataires vont payer et la grosse majorité du rendement des SCPI est fait par par ce loyer. Après, en complément, pour booster un petit peu ce loyer, on a les reventes d'immeubles puisque la SCPI arbitre son parc immobilier et parfois, si elle a eu des bonnes opportunités, eh ben, la possibilité de revendre peut se représenter et peut être vraiment pertinente. Et du coup, les revenus sont rajoutés tout au long de l'année, ce qui va booster notre rendement locatif. Et le dernier point, c'est avec la revalorisation du prix de la part, comme notre prix de part augmente au fur et à mesure des années, et qu'en général, la SCPI essaie de garder voilà, 5, 6% de rendement annuel, bah, mécaniquement, au lieu d'avoir 6% sur une base 100, peut-être qu'on aura 6% sur une base 103, 105, 110. Donc nos loyers, eux, vont augmenter mécaniquement. OK, et maintenant sans forcément rentrer trop dans les détails pour éviter de se faire mal au crâne, est-ce que tu Ouais, peux rapidement, parce que derrière on va essayer de chercher justement des manières d'optimiser ça. Est-ce que tu peux expliquer, l'imposition justement sur, ces différents gains de l'investisseur, donc en direct, que ce soit, l'impôt, sur, oui, revenus fonciers, tout ça? ok. Alors on va essayer de faire ça simple, effectivement, mais dans l'idée, les revenus des SCPI sont des revenus fonciers et on est fiscalisé avec sa tranche d'imposition, donc 0%, 11%, 30%, 41, 45 en fonction de chacun. Ça, donc sa tranche, TMI, tranche marginale d'imposition, TMI, plus prélèvements sociaux. Voilà, si on est dans une tranche à 30% et à 17,2%, on est à 47,2, bon, clairement, on divise par deux notre rendement. Donc là, ça pique. Le but va être, du coup, d'optimiser ça et encore une fois, de choisir les bonnes SCPI et d'avoir la bonne stratégie pour limiter cet impact fiscal. Premier point, premier levier, c'est d'investir hors de France, dans des SCPI notamment européennes ou qui permettent de ne pas payer de prélèvements sociaux. Donc ça, 17,2%, on peut les enlever et c'est ça en plus pour nous. Autre levier, lorsqu'on investit dans des... Ouais, vas-y. Je me permets, donc c'est vraiment pour faire prendre conscience aux gens que en investissant dans l'IMO ou quoi, classique, normal, enfin rien que les SCPI, revenus fonciers, on est quand même à quasiment la moitié qui part pour l'État. Enfin, pour l'État en C'est prélèvements ça. sociaux plus imposition. Et si on est dans la TMI 45%, donc ceux qui ont des revenus les plus élevés, on Ouais, passe à non, c'est même pas la peine. 62,7%, si je dis pas de bêtises. C'est ça? 62, Ça doit être 62%, un peu ça, plus de 1,2, 62%. non? Ouais, ouais, 62,2% d'imposition. Donc, il est important de trouver des manières d'optimiser ses investissements dans la pierre papier. Et pour ça, il y a plusieurs manières. L'assurance vie, les SCPI étrangères. Donc, je te laisse continuer par rapport à ce que tu disais de les SCPI étrangères. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, moi, pour le voir avec les clients, on est en majorité à aller soit à 11, soit à 30% pour la plupart des foyers. Mais voilà, si on prend déjà 30%, c'est énorme. On est quasiment avec les prélèvements sociaux à 47,2, quasiment à 50%. Donc là, ça vaut déjà le coup de se pencher, optimiser en ayant du coup des CPI européennes qui permettent d'enlever la partie prélèvements sociaux et aussi qui vont nous avantager sur, sur la partie tranche marginale d'imposition. Pour prendre un exemple, chiffré et comment est calculé, ce pourcentage, l'avantage qu'on a en investissant dans des SCPI européennes, c'est qu'au lieu d'être à 30, donc pour quelqu'un qui est à 30, au lieu d'avoir 30% d'impôt, une partie en fait va être prélevée directement, dans le pays en question et le calcul en fait exact, c'est sa peau moins son taux moyen.
Bon alors, si des personnes voilà, c'est qu'est-ce que le taux moyen? Ça, en fait, bon, on le retrouve dans sa fiche d'impôt. On a sa tranche d'impôt, donc sa tranche marginale d'imposition qui est à 0 11 30 41-45 et son taux moyen, c'est si on prend la moyenne, de l'impôt que l'on paye par rapport à ses revenus, ça nous calcule un taux moyen. Donc quelqu'un qui a une tranche à 30, qui a un taux moyen à 10 et ben, va payer 20 de fiscalité. Donc on est à 20 versus les 47,2. Donc on optimise déjà grandement la Ouais, donc partie, fiscalité. ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà dans la majorité des pays étrangers, le taux d'imposition est plus faible et il y a des contrats par rapport à la France et il y a des contrats qui ont été mis en place avec la France et ces pays pour justement éviter la double imposition. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre leur imposition plus nous notre TME, donc notre taux moyen, ouais, TMI, oui. voilà notre moyen. Et puis derrière, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a une imposition qui est beaucoup plus faible que si on investissait sur des SCPI en direct en France. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ça et l'autre point d'ailleurs, je peux rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, on l'a pas mentionné, sur la partie crédit. Ouais. L'avantage du crédit aussi, c'est qu'on va pouvoir déduire les intérêts d'emprunt de ses revenus et donc diminuer la base imposable sur, ses loyers de SCPI. Ok. Ensuite, on a l'assurance vie aussi. Peux-tu nous expliquer un peu par rapport à l'assurance vie? Donc le contrat de capitalisation. Enfin, Voilà, assurance vie, contrat de capi, donc c'est possible d'avoir des SCPI à l'intérieur. Là, on va, être complètement hors cadre par rapport aux revenus, fonciers. On passe dans la fiscalité de l'assurance vie. Donc les avantages, déjà avant la partie fiscalité, l'avantage principal, c'est que là, on a une liquidité du produit. Contrairement en SCPI en direct où globalement, c'est un produit illiquide, on va pouvoir vendre ses parts, mais on a un délai de quelques semaines, voire très souvent plusieurs mois. Et à contrario, l'assurance vie va permettre d'avoir cette notion de liquidité, d'achat-revente beaucoup plus simple. Sur la partie fiscalité, fiscalité de l'assurance vie, avant 8 ans, donc déjà, si on ressort pas du contrat, on n'est pas fiscalisé. Donc ça, merveilleux. Et si on ressort avant 8 ans, on est à la flat tax sur les plus-values. Si on sort après 8 ans, on a 4 600 € d'abattement sur les intérêts. Donc sur les intérêts, donc en pratique, on peut quand même sortir beaucoup plus. Donc 4 600 € par an. Et si on dépasse cet abattement, on est à 24 environ sur les plus-values seulement. ouais, 24/7. Ouais, voilà, c'est ça. Donc gros levier sur la partie fiscalité, pour l'assurance vie et principalement, je pense que le la différence va être que si on investit en assurance vie, enfin dans des CPI via l'assurance vie, c'est par rapport à cette notion de liquidité, de souplesse et également qu'on n'a pas besoin de rente puisque là les fonds sont réinvestis, le but n'étant pas de percevoir les loyers directement, contrairement, aux SCPI en direct. Ouais, après, il y a aussi certains inconvénients pour investir en SCPI via l'assurance vie. Comme le fait que si on investit sur une SCPI étrangère, du coup, il y a quand même la marge d'imposition qui est prélevée avant même, enfin, alors qu'on n'est pas Oui, imposé. Et puis il y a aussi le fait que oui. qu'il y a qu'une partie du coup en assurance vie qui est pas forcément distribuée à l'investisseur. Mais bon, C'est après, il y a des avantages oui, et des inconvénients dans les deux parties. Voilà. ouais, c'est ça. La partie, j'ai envie de dire, le fait d'avoir de la liquidité, bah, ça se paye aussi quelque part. Donc, les Ça. rendements sont légèrement Oui. Après, revus à la baisse dans la partie il assurance y a vie. une autre solution aussi, je pense, pour capitaliser sur du long terme. C'est la nue propriété. Oui, la nue propriété, donc pour rappel, qu'est-ce que c'est? Donc, il est possible, voilà, d'investir dans des SCPI de manière démembrée, donc en utilisant le démembrement. Pour rappel, qu'est-ce que le démembrement? C'est tout simplement de séparer la pleine propriété en 2. Donc la pleine propriété, c'est quand on achète, on va dire, on achète des parts de SCPI, voilà, on est propriétaire de la pleine propriété. C'est-à-dire qu'on a la nue propriété et l'usufruit. La nue propriété, c'est un petit peu comme les murs de la SCPI, les murs des immeubles en question. Et l'usufruit, c'est le fait d'en percevoir les loyers. Et donc, cette partie-là, on peut la démembrer, enfin la SCPI, on peut la démembrer et séparer la partie mûre de la partie on perçoit les loyers. Et ça peut être pertinent, notamment quand on est fortement imposé, pour en fait partir sur une stratégie où on va acheter seulement
la nue propriété avec une décote et en fonction de l'année qu'on aura prédéfinie, on récupérera la pleine propriété et voilà, si on est parti sur une base, au lieu d'être à 100, on a une décote de 20, on est à 80 et bon, je donne des chiffres, mais dans 10 ans, on est à nouveau à 100. On n'a pas reçu de loyer entre-temps, donc on n'a pas été fiscalisé, mais pour autant, on a notre patrimoine, lui, qui a augmenté. Et si on détient, si je dis pas de bêtises, si on détient des SCPI en nue propriété, ce n'est pas intégré dans l'IFI. Si on détient des SCPI en nue propriété, joker, point à vérifier. Je pense que c'est ça, mais joker. Il me semble, j'en suis sûr. Enfin, voilà. OK. Et donc, et donc les SCPI par rapport à ça, notamment le côté nue propriété et avec usufruit, donc celui qui a le droit de percevoir les loyers, est-ce que ça peut être intéressant dans le cadre d'une transmission de patrimoine avec son enfant? Oui. Oui, alors, justement, c'est vrai que c'est intéressant. Là, on a pris l'exemple, donc c'était pertinent pour quelqu'un qui est fortement imposé et donc, en faisant le démembrement, Ouais, on va pallier à cette notion de fiscalité puisqu'on ne reçoit pas de loyer, mais en fait, on a acheté avec une décote. L'autre point où le démembrement peut être intéressant, c'est tout simplement pour anticiper la transmission. Comme de l'immobilier, classique, au final, si on souhaite donner les parts de SCPI à ses enfants et qu'on veut optimiser la transmission, le premier levier va être l'anticipation. Si on anticipe, donc en général, voilà, on va dire qu'on a, des personnes qui ont 65 ans, une personne qui a 65 ans qui veut donner, ses parts de SCPI. En faisant un démembrement, puisque la personne souhaite aussi conserver, les loyers, elle va donner seulement les murs et si son patrimoine vaut 100 000 € de SCPI et qu'elle utilise un démembrement pour la donation à l'âge de 65 ans, là, au lieu d'être sur une base de 100 000 €, son patrimoine, on va être à 60%, donc 60 000 €. Donc ce qui va permettre de donner 60 000 € de montant de donation au lieu d'être à 100 000 €. Et là, ça peut être pertinent puisque, pour rappel, on peut donner tous les 15 ans 100 000 € par parent et par enfant. Donc après, voilà, il faut jouer avec les montants, avec les plafonds, essayer d'optimiser, de ne pas être au-dessus. Mais c'est un super levier pour anticiper donc la là, par succession. exemple, si je reprends ton exemple, avec les 60 000 €, ce serait 60 000 € hors droit de succession et du coup, seulement les 40 000 € rentreraient dans la succession au moment du décès, c'est ça? Alors non, non, parce que justement, l'avantage de démembrer, c'est qu'on a les 60 000 € qui sont donnés Ouais. et automatiquement, lors du décès, la personne hérite de la partie usufruit. Donc la Oui. personne qui est décédée, elle, conserve les usufruits, va hériter de cette partie usufruit et donc va automatiquement récupérer la pleine propriété OK. sans subir d'imposition, en plus. Puisqu'en fait, la donation avait déjà été faite, seulement elle a été faite par anticipation avec, une base plus faible grâce au démembrement, mais il n'y a pas de double imposition, une fois qu'on récupère. Donc en L'imposition se fait, fait on transmet seulement, en amont 100, mais en valeur, enfin, on transmet 60, mais en valeur réelle, c'est 100. OK, il y a une décote qui permet de voilà, au transmettre. moment du décès, ça revient à 100. Et après, petit point de précision, voilà, j'ai pris l'exemple de, 60 pour une personne qui a 65 ans. Plus on est jeune, plus le taux est intéressant. Donc par exemple, quelqu'un qui a moins de 51 ans, on va être à 40. Donc au lieu de donner 100 000, la valeur comptable sera de 40 000. Et plus on avance dans l'âge, plus on se rapproche de 100. À 75 ans, on est à 70% de la valeur. À 85 ans, on est à 80%. Donc le but étant de l'anticiper le plus tôt possible pour avoir un pourcentage minime et avoir une petite valeur comptable en fait de son parc immobilier. C'est ça, ouais, clairement. D'où le fait de comprendre le système d'abattement et d'anticiper au plus vite. Comme tu le dis, donc c'est un très bon levier de transmission. On a aussi, je pense, la SCPI via l'assurance vie, donc qui prend en compte les leviers de l'assurance vie avec 150 000 € Classique, voilà, ouais. Mm. donc par Par succession, bénéficiaire, ouais. par bénéficiaire. Ok, bah écoute, merci pour ta venue et de nous avoir expliqué tout ça en profondeur. Si tu voulais partager un dernier petit message pour finir, par rapport à toutes les stratégies, par rapport à tout ça, lequel Ouais, serait pour quelqu'un qui, qui hésite tu justement. alors
Un petit point justement que j'ai pas mentionné et que je voulais rajouter par rapport à ce qu'on s'est dit et qui est au final très parlant. Si on prend un exemple concret par rapport au levier du crédit. En fait, le levier du crédit est assez méconnu pour la partie SCPI et au final, on pourrait se demander, bon, bah, à effort d'épargne équivalent, quel est l'intérêt donc d'avoir le crédit immobilier? Et donc j'ai fait une projection pour donner des chiffres, que ce soit plus parlant. Une personne, donc cas numéro un, une personne qui met 100 euros par mois pendant 25 ans sur une SCPI, donc en direct, là on n'a pas de crédit. En prenant un exemple de 5% de taux de rendement, la personne se retrouve au bout de 25 ans à avoir versé 30 000 euros de ses fonds propres et avoir un capital d'environ 57 000 euros. Maintenant, cas numéro 2, si on prend un crédit, la personne fait un crédit sur 25 ans à hauteur de 100 000 euros, cette personne va percevoir des loyers, va avoir une mensualité de crédit. Si on fait le calcul avec des chiffres assez simples, avec le taux de crédit de 5%, le rendement de 5%, on se rend compte qu'on a un effort d'épargne de 100 euros. Donc, le même cas que le cas numéro 1. La personne a un effort d'épargne mensuel de 100 euros. La différence étant qu'au cas numéro 2, la personne est engagée via un crédit. Mais en termes d'effort d'épargne, on est sur 100 euros. Au bout de 25 ans, cette personne n'a pas les 57 000 euros comme la première, mais a un patrimoine de 100 000 euros pour le même montant d'apport. Donc on passe de 57 000 euros de valeur de patrimoine dans le premier cas à 100 000 euros en ayant exactement le même effort d'épargne, seulement la différence étant que nous avons utilisé l'effet de levier du crédit. On est à Eh ben plus écoute, 75% là. merci pour cette explication claire. Franchement, c'était super pertinent. Eh bien, écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode d'Investir pour demain. Si tu dois retenir une chose, c'est clairement que les SCPI ne sont pas juste là comme un produit d'investissement, mais c'est un véritable outil qui sont intégrés dans une stratégie patrimoniale globale. Donc, soit, comme on l'a dit avec Loïc, pour des revenus passifs, utiliser l'effet de levier, optimiser ta fiscalité, préparer une transmission. Tout dépend de ta situation, de tes objectifs et évidemment de ton horizon de placement. D'ailleurs, si tu as besoin d'être accompagné, je te mettrai en description les informations pour contacter Loïc. Et si tu veux avoir son étude de cas sur le crédit. Et si tu veux en apprendre plus sur la bourse, bah écoute, je t'ai mis un deuxième lien. Et c'est notamment une nouvelle vidéo qui vient de sortir où je t'explique tout pour débuter en bourse. C'est le deuxième lien. Et si cet épisode t'a plu, évidemment, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser une note. Ça aide énormément à faire connaître le podcast. Et en tout cas, nous, on se retrouve à très bientôt dans un prochain épisode. D'ici là, forme-toi, passe à l'action et investis pour demain. À très vite. Merci Loïc.